sur l'hôpital Foch, donc à Suresnes, en banlieue parisienne. Donc moi je suis chirurgien urologue avec une spécialisation dans la reconstruction génito-urinaire, ce qui implique également la prise en charge donc, des personnes trans. Donc je réalise les vaginoplasties pour les femmes trans, mais également les méthoïdioplasties et les phaoplasties pour les hommes trans. Alors j'ai été recruté dans ce centre l'année dernière, donc à partir du mois de novembre 2019, et donc ça va faire une année et quelques mois que j'y travaille. J'ai été recruté dans ce centre-là avec effectivement comme objectif de développer donc toute la reconstruction et puis de développer un pôle de prise en charge pour les personnes trans, associant voilà, un petit peu pour essayer d'associer toutes les spécialités qui prennent en charge les personnes trans, que ce soit au niveau médical mais également au niveau chirurgical. Technique principale, c'est la technique de vaginoplastie par inversion de peau pénienne avec élargissement avec greffe libre de peau scrotale. Donc c'est la technique qui est réalisée à Lyon et qui est réalisée principalement par les urologues. Voilà. Après, on peut proposer dans certains cas des techniques alternatives. Ça reste vraiment dans 5 à 10% des cas seulement. Avec notamment pour les personnes qui sont fragiles, qui font une transition un petit peu tardive, éventuellement la réalisation simplement d'une vulvoplastie, donc sans création de profondeur vaginale. Et puis on développe également les techniques donc, de vaginoplastie qu'on dit pull-through, donc en utilisant le péritoine pour effectuer la fin de la profondeur vaginale. On est techniquement en mesure de proposer également la vaginoplastie sigmoïdienne, mais on revient un petit peu de cette technique-là, mais voilà, c'est à discuter avec le patient, mais ça reste voilà, la principale technique quand même qui est ce qu'on dit gold standard, donc qui est vraiment la technique de référence à l'heure actuelle, c'est la vaginoplastie avec inversion de peau pénienne, c'est ce qu'on fait dans 95% des cas en général. Alors c'est sûr que c'est une chirurgie majeure, hein, la vaginoplastie, donc il y a des complications. Il y a globalement 4 complications qui sont graves, on va dire, mais qui sont peu fréquentes, donc inférieures à 3-4%. La complication, c'est de créer, donc c'est quand on crée l'espace pour le vagin. Donc on fait une dissection entre deux organes qui sont la vessie et le rectum, et donc il y a des risques de perforation de la vessie ou du rectum. Ça, c'est dans 3 à 4% des cas. Donc si on s'en rend compte pendant l'intervention, on peut réparer et continuer l'intervention sans complications surajoutées. Par contre, parfois, il y a des micro-perforations qu'on ne met pas tout de suite en évidence et qui vont se manifester dans les suites post-opératoires. Les deux autres complications, c'est les complications, on va dire, de saignement. Quand on transforme le pénis en clitoris, on conserve donc toute la vascularisation, bien évidemment, et puis les nerfs pour y garder une bonne sensibilité, mais il peut y avoir un hématome qui est principalement lié à cette transformation-là. Et parfois un hématome qui peut être plus ou moins important, qui peut nécessiter la réalisation de transfusion. Voilà. Et puis la dernière complication, c'est les chirurgies qui sont parfois prolongées, surtout chez les personnes qui sont en surpoids. Il peut y avoir un risque de compression au niveau des jambes, bien qu'à l'heure actuelle, on essaye de le prévenir en mettant plusieurs mesures en place au bloc opératoire. Il y a ce risque-là également qui est décrit. Voilà. Après, donc ça, c'est les complications, on va dire, majeures, donc les complications graves, qui nécessitent la plupart du temps une reprise au bloc opératoire. Après, il y a les complications mineures, qui sont par contre elles beaucoup plus fréquentes, mais rarement nécessitant rarement une reprise au bloc opératoire, avec notamment des petits défauts de cicatrisation au niveau cutané. Sur le plan urinaire, on peut avoir un jet urinaire qui est mal dirigé au début, où il peut y avoir un petit rétrécissement au niveau du canal urinaire. Voilà, c'est ces complications-là qui sont associées. Alors les soins post-opératoires, c'est principalement la réalisation des dilatations et des lavages au niveau du vagin. Donc pour ça, on utilise des dilatateurs.
Mais ces dilatations, au début, après intervention, elles sont fréquentes parce qu'il faut les faire 4 fois par jour pendant une durée de 2 mois. Et puis après, on va diminuer de 1 fois tous les 2 mois. Donc après, ce sera 3 fois par jour les 2 mois suivants. À 6 mois d'intervention, ce sera plus qu'une fois par jour. Voilà, associé à ces soins-là, on effectue un petit lavage au niveau du vagin pour que les phénomènes de cicatrisation, donc les petits caillots de sang ou les petites croûtes qui peuvent se former, puissent s'évacuer. Donc après les dilatations, on fait un petit lavage par intermédiaire d'une sonde où on va injecter du sérum de l'eau en fait, pour nettoyer la cavité vaginale. Voilà, associé donc aux dilatations au lavage, s'il y a des petites désunions cutanées, il peut y avoir des petits soins de pansement associés avec notamment des compresses absorbantes ou des crèmes cicatrisantes, voilà, pour améliorer la cicatrisation, mais c'est pas systématique. Alors, au niveau des sensations, quand on fait la transformation, on conserve bien évidemment donc, tous les nerfs et puis toute la vascularisation pour faire le clitoris. Donc, il y a des sensations qui sont préservées dans la plupart des cas, même parfois il y a une hypersensibilité juste après l'intervention au niveau de la sensation, au niveau du gland clitoridien. Après, au niveau des sensations orgasmiques, il faut savoir que c'est véhiculé par deux choses. On a d'une part, bien évidemment, le clitoris, mais on a également la prostate qui est conservée, qui peut véhiculer des sensations orgasmiques. Et donc, on a des orgasmes qui sont possibles également par cette voie-là. Alors nous, on recommande classiquement un délai de 3 mois, le temps que toute la cavité vaginale soit bien cicatrisée, voilà, qu'on ait repris connaissance de sa nouvelle anatomie, entre guillemets, qu'on maîtrise un petit peu mieux les zones érogènes. Voilà, donc c'est plutôt à partir de 3 mois qu'on recommande la reprise des rapports sexuels pénétrants, sachant qu'avant cette période-là, on peut tout à fait voilà, avoir des exercices pour apprendre à repérer les zones, la zone du clitoris, la zone un petit peu où ont été positionnées les bandelettes de la sensibilité. Voilà, faut savoir que les dilatations qui sont réalisées également très fréquemment, ça c'est une bonne éducation aussi. Pour faire la profondeur du vagin, on utilise la peau des patientes et donc on utilise la peau du fourreau du pénis et également la peau des testicules. Donc la plupart du temps on fait avec ça. Après, si vraiment on veut avoir des vagins plus profonds ou si la peau des testicules et la peau du pénis sont en petite quantité, on peut faire un prélèvement de peau ailleurs, donc soit au niveau de la cuisse le plus souvent. Après, faut savoir que voilà, la taille moyenne chez la femme cis du vagin c'est entre 7 et 15 cm. Il faut savoir que la taille moyenne du pénis de l'homme sur toute la planète, ça a été mesuré dans les grandes études, taille de verge en érection, c'est aux alentours de 13 cm. Donc voilà, c'est tout à fait concordant avec une activité sexuelle, d'autant plus que tout le pénis de l'homme ne rentre pas dans le vagin lors du rapport sexuel. Donc voilà, la profondeur du vagin, l'objectif c'est d'avoir des rapports sexuels satisfaisants. Alors sur l'hôpital Foch, c'est vrai que pour l'instant on a la chance de ne pas avoir été trop impacté par la crise sanitaire et notamment on n'a pas eu besoin de faire de déprogrammation de patients. Donc j'espère bien évidemment qu'en 2021 ça sera la même chose. Pour l'instant on a des durées d'attente pour les interventions qui sont relativement courtes, autour de 3 à 6 mois. Donc si on peut continuer avec ce même type de délai, ça sera l'idéal. C'est un top principal et puis bien évidemment de pouvoir retrouver une vie normale, mais ça c'est la même chose pour tout le monde. Je vous en prie.